Parmi tous ces honneurs, il y a un en particulier que vous tenez plus à cœur? Non, pas vraiment, parce que chaque honneur, comme vous dites, est venu à un certain moment de ma vie pour une reconnaissance précise. Il y a eu des honneurs pour la reconnaissance de mes travaux académiques, d'autres pour le secteur de l'entrepreneuriat que j'ai essayé de faire avancer à Maurice. Et maintenant, à l'échelle politique, il y a évidemment d'autres genres de reconnaissance. Mais tout ceci, je pense, il faut le prendre avec beaucoup d'humilité. Être humble, c'est une de vos qualités? C'est une qualité que doit développer tout le monde, je pense. Parce que quand vous avez une certaine humilité, on se fait respecter. Et puis on arrive à comprendre mieux les gens. Et je pense que dans cette fonction, il faut absolument avoir l'écoute et aussi cette humilité de pouvoir s'asseoir et parler aux gens et de les comprendre et aussi de les aider où c'est possible. Ici, vous recevez beaucoup de demandes de la part de la société civile justement pour être à l'écoute des problèmes de la société? Enfin, oui et non. C'est-à-dire il faut bien comprendre aussi qu'il y a des ministères qui sont là pour s'occuper de ce genre de problème. Et aussi suggestions, parce que parfois les gens viennent avec des suggestions, des recommandations. Alors là où c'est possible, j'envoie aux différents ministères où ils peuvent regarder et décider s'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire pour les gens. Mais au-delà de tout ça, si c'est du côté administratif, je laisse faire les différents ministères qui sont là pour ça. Et là où on peut, disons, au niveau un peu philanthropie, là on essaie de voir comment on peut aider au maximum. Et je donne vraiment priorité aux jeunes. Là, comme vous savez, on a créé par exemple des bourses pour nos compétences. Donc ce genre d'action que je favorise et j'essaie d'avancer dans cette démarche. De votre point de vue, comment est la situation sociale à Maurice? Vous savez, si vous avez lu ce matin les journaux à l'étranger, ils ont voté Maurice comme étant un des 10 pays où il fait bon vivre et un des 10 pays où il y a la paix et qui n'est pas en guerre. Donc, nous avons quand même une certaine stabilité à Maurice. Le tissu social est quand même fort. Et heureusement que les gouvernements successifs ont su maintenir cet ordre social parce qu'ils se sont rendus compte très très vite que sans la paix, sans la liberté, sans la stabilité, il n'y a pas de développement. Alors, on peut trouver à l'interne, à Maurice, qu'il y a des écarts, il y a des problèmes, mais je crois que vu d'ensemble de l'extérieur, on se rend compte que Maurice est un pays où il fait bon vivre. Mais cette stabilité va se consolider davantage si toutes les parties, toutes les composantes se mettent à l'œuvre pour rendre ce tissu social encore plus solide. Et là, je fais un appel à tout le monde d'être plus tolérant, si je peux dire, ou bien de valoriser davantage tout un chacun pour qu'on puisse travailler ensemble. Parce que l'objectif final, c'est d'avoir une économie solide. Et qui dit économie solide, économie stable, veut dire plus d'opportunités pour tout le monde. Des coups de fil sur l'ambassade de France, sur un hôtel, un symbole touristique. Comment vous avez pris ces dérapages? D'abord, je dois dire que je condamne ces actes de vandalisme et d'une certaine brutalité. Le message, comme vous avez dit, qui était envoyé, c'était une attaque envers une ambassade. Et c'était l'ambassade de France qui était visée dans ce cas. Et j'ai dit encore une fois, je condamne ces actes méprisables. Mais vous savez, il faut trouver les fauteurs de troubles parce qu'on ne peut pas se permettre de tirer sur n'importe qui et n'importe où, n'importe comment. C'est inacceptable.
Alors, ces gens-là, je ne sais pas qui ils sont, ils veulent mettre le feu aux poudres et ça ne se passera pas. Et le gouvernement est très très déterminé à les dénicher là où ils sont et de le mettre hors d'état de nuire parce que c'est complètement inacceptable. Vous avez dit, je crois, dans votre dernière interview de presse que vous recevez des rapports du commissaire de police, Oui. si je me trompe. Est-ce que la police a les moyens, les pistes qu'il faut pour élucider ce genre d'attaques qui ternissent l'image du pays? Enfin, il y a la police qui a élucidé pas mal d'enquêtes, il faut le reconnaître. Ils font un bon travail et ils ont les moyens, mais vous savez, il faut continuer la formation de notre force policière. Il faut le mettre vraiment au diapason avec les technologies modernes. Donc, moi, je pense qu'un suivi au niveau de la formation continue va les aider. Et j'espère que pas mal de pays d'amis vont nous aider dans cette démarche. Parce que même la police, pour n'importe quel secteur, on doit avoir recours à la formation continue, parce que ce sont des secteurs qui évoluent très très vite, et surtout avec la technologie maintenant, donc il y a un besoin pour une formation continue, et je pense que le commissaire est tout à fait d'accord avec ça. Vous avez sans doute lu et entendu parler d'un soi-disant gang du Sud, escadron de la mort. Est-ce que ça vous inquiète qu'il y a de telles bandes organisées qui peuvent déstabiliser le pays, déstabiliser le tissu social? Vous savez, on a eu, comme je dis, des écarts dans le passé, mais ce qu'on a observé, c'est qu'il y a un rejet de la population pour ce genre d'action. Et dans le passé, en 1999 par exemple, qu'on a eu l'événement très pénible, ce qu'on appelle maintenant l'événement Kaya, on a vu immédiatement après un sursaut de la part des Mauriciens de dire non. Alors des groupuscules, il y en a eu, il y en a et il y en aura toujours, mais je crois qu'il faut qu'ils se remettent à l'évidence que ce ne sera pas toléré. N'importe qui porte atteinte à la stabilité de notre pays va être traité avec la force de ce que la loi prévoit en ce moment. À votre niveau, vous l'avez fait dans le passé, est-ce que vous comptez continuer à rassembler les chefs religieux, les travailleurs sociaux en vue de consolider l'unité nationale? Est-ce que ça fait partie de votre agenda? Comme je dis, je ne vais pas dans les cérémonies religieuses pour un peu respecter la laïcité de notre constitution, mais je crois fermement qu'un dialogue interreligieux et interculturel, ça a tout le sens dans ce dialogue, parce que c'est à travers ce dialogue qu'on va consolider l'unité nationale. Alors pour les fêtes, les fêtes religieuses importantes du pays, je les invite ici à la State House pour se parler, parce que certaines personnes déjà, la semaine dernière, ils m'ont dit que c'est le seul moment où ils se rencontrent, ils se rencontrent, ils peuvent parler. Et moi je pense que ce dialogue est très important pour aller vers la consolidation de l'unité nationale, parce que c'est quand les gens se connaissent qu'il y a moins de chances qu'il y ait des dérapages. Donc je les rencontre effectivement assez régulièrement pour les fêtes. Mais là, ce que je vais faire à partir du prochain événement qu'on aura, on va aller dans les endroits de différentes communautés pour célébrer les différentes fêtes nationales. Parce qu'il faut aussi dans la pratique, parce qu'on ne peut pas continuer à parler, il faut qu'il y ait des actions. En parlant d'endroit, pour la prochaine fête, vous avez une idée où ça sera? On a dit, lors de la dernière réunion, vous savez, la prochaine grande fête sera évidemment Eid. Et là, on va célébrer ça dans un endroit où il y a des personnes défavorisées. Et ça, c'est on travaille sur ça maintenant. En parlant de régions défavorisées, de pauvreté,
est-ce qu'il y a quelque chose que la présidence voudrait faire pour apporter sa contribution dans le combat contre ces régions, contre la pauvreté? Vous savez, il y a toujours cet adage qu'on donne une personne un pain, un poisson, ou bien on donne la personne la canne à pêche. Alors, moi, ce que je me suis dit, qu'au lieu de faire des actions, disons, ponctuelles, pour soulager la pauvreté, je crois dans donner la personne les moyens. Et au travers, par exemple, des formations, et là, comme j'ai dit, on a créé cette série de bourses, parce qu'il faut que les jeunes soient, comme on dit, empowered. Et il y a ce genre d'action que moi, vous savez, je suis là seulement depuis une année. Donc déjà en une année, on a fait cette série de bourses. Je crois vraiment dans l'apport de l'éducation, dans l'allègement de la pauvreté. Mais ça, c'est vraiment une action bien en amont. Évidemment, il y aura des actions ponctuelles où on va peut-être remettre quelques lots de nourriture, etc. Mais moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui se fait dans le temps et dans la durée. Alors, on peut initier quelques actions qui vont donner des résultats bien après. Faire des choses ponctuelles, c'est bien, mais il faut aller plus loin dans cette réflexion et aussi des actions. Alors, pour moi, c'est vraiment, ça se situe vraiment dans le long terme. Et évidemment, si on prend des actions au point de vue de l'économie, c'est-à-dire si on arrive à avoir de plus en plus d'investisseurs, ça c'est aussi quelque chose dans laquelle je m'engage. Quand je voyage, quand je pars pour une mission, j'essaie de voir, de présenter Maurice très souvent avec le concours de la Board Investment et de leur dire ce que Maurice représente, ce que Maurice peut faire. Et si on arrive à attirer beaucoup plus d'investisseurs, évidemment le gâteau national va augmenter. Et bien évidemment, les gens qui sont vraiment en détresse ou qui sont les plus démunis bénéficieront. Mais il faut qu'on agisse sur l'économie dans son ensemble. En parlant d'éducation, vous avez très logiquement pris position pour le Nanier Schooling. Vous y croyez fermement? Est-ce que à travers ça, nous jetons les bases pour une humoriste encore? Vous savez, pour l'instant, on appelle ça Nanier Schooling. Mais moi, je pense que tout système d'éducation qui va mettre l'enfant au centre, c'est-à-dire on va aller vers l'épanouissement de la personne, on va lui donner des moyens pour être créatif, on va lui donner les moyens pour réfléchir différemment, on va lui donner les moyens pour qu'il canalise ses talents. Alors, c'est ce genre d'éducation que l'enfant vraiment a besoin dans l'ère où nous vivons. Et là, on a évidemment des modèles qui marchent, qui ont marché, qui ont donné des résultats d'épreuve. C'est par exemple le système finlandais, où il n'y a pas cette pression académique sur un enfant en très jeune âge. Et les pays qui ont adopté une éducation libérale, comme je dis, où l'enfant est au centre de tout, aux États-Unis, par exemple, ça fait une promotion de la créativité, de tout ce que l'enfant peut donner. Et encore une fois, il faut faire aussi la part des choses pour ceux qui sont les autrement capables, qui sont en situation de handicap, parce que bien souvent, ces personnes-là ont des talents extraordinaires. Si on n'avait pas vraiment beaucoup de temps, par exemple, pour les aveugles et les sourds, on n'aurait, par exemple, pas eu Beethoven à ce jour-là. Donc, il y a beaucoup de ces personnes-là, et encore une fois, il y a quelque chose que la société ne connaît peut-être pas vraiment, c'est l'autisme. Il y a des gens qui sont très, très, très brillants et qui ont été autistes. Et là, il y a des gens comme vous connaissez Einstein, il y a Mozart, il y a toutes ces personnes-là qui sont brillants, mais le système doit être adapté, encore une fois, pour remettre l'enfant au centre. Et là, on découvre ses talents et son potentiel. Un retour sur votre passé, sur votre carrière. Une fois, vous m'aviez dit l'université vous manque. Et après l'université, vous avez eu une toute autre carrière.
C'est toujours par rapport à... C'est incomparable, la fonction que vous êtes plutôt aujourd'hui et ce que vous avez été. Est-ce que vous avez un pincement au cœur d'avoir délaissé l'université ou... Pas du tout. Quand moi je prends une décision, je regarde devant. Jamais je regarde derrière. Non. Quand j'ai décidé de partir de l'université, c'était évidemment pour une autre étape dans ma vie et je suis très contente d'avoir pris cette décision en 2010 de me donner les ailes un peu pour aller dans un créneau qui n'était pas connu, qui n'est toujours pas connu, c'était l'entrepreneuriat. Alors j'ai créé mon entreprise et je suis restée quand même une des rares personnes, si ce n'est pas la seule à Maurice, d'avoir traduit les travaux de recherche dans une entreprise. Et c'est quelque chose qui est maintenant très 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 demandé, surtout en Afrique, parce qu'on se rend compte que s'il n'y a pas une dose d'entrepreneuriat, les États ne pourront pas créer l'emploi pour 11 millions de gradués qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Alors, je suis contente d'avoir fait ce pas. C'était pas sans risque parce que j'étais vraiment partie pour l'aventure. Et puis bon, on connaît bien ma troisième vie, comment je suis arrivée ici, c'est encore une fois un accident, un concours de circonstances. Mais là où je me trouve, je me donne à 200-300% parce que c'est un petit peu ce sens de valeur qui a été inculqué par mes parents. Vous êtes une présidente heureuse? Non, on est heureux en fonction de son état d'esprit. Quel état d'esprit que vous êtes, qu'est-ce que vous vous donnez comme ambition, et tout ça va en fonction de la formation que j'ai eue parce que j'ai un devoir de résultat. Alors quand je commence à voir les résultats, ben là je suis heureuse. Après une année ici, il y a eu un résultat qui vous plaît. Je vais faire un bilan très bientôt de ma première année à la présidence. Et ça viendra très bientôt. On va inviter la presse pour expliquer un peu parce que je crois beaucoup dans ce concept de ce qu'on appelle l'accountability. Je suis payée des deniers publics, alors je dois dire ce que j'ai fait avec l'argent public. Et aussi les initiatives que j'ai prises pour donner une meilleure visibilité à notre pays. Il y a une décision, une action en particulier que vous avez prise durant cette année écoulée que... Oui, ce que j'ai fait, j'ai incorporé par exemple une ONG, comment je vais vous dire, c'est Planet Earth Institute, qui va maintenant donner environ une dizaine de bourses à nos jeunes. Excusez-moi. Planet Earth Institute. Oui. Et on procède déjà avec des bourses qu'on va donner à nos jeunes. 10 pour me dire. 10 bourses pour aller à l'étranger, pour faire le doctorat, mais avec ce besoin de travailler soit à Maurice ou sur le continent africain. Donc, j'essaie de réduire l'écart de ce qu'on appelle le fameux brain drain. Parce que c'est ça dont le continent souffre. Alors, ce qu'on va faire, c'est de créer ce qu'on appelle le enabling environment pour que la personne revienne et commence à travailler dans des bonnes conditions. Les talents retournent vers la région. Parce que ce n'est pas seulement Maurice, mais aussi la région. Et encore une fois, l'action que j'ai prise, c'est qu'on donne un cachet pratique à cette formation au travers des liens qu'on va établir avec l'industrie pour que ces formations deviennent vraiment à point pour les besoins de la région de Maurice et de l'Afrique. Et on a choisi des thématiques qui sont parlantes, par exemple l'énergie, l'eau, l'agriculture, la santé, et aussi le besoin de créer la connaissance. Pourquoi? Parce que le continent africain à ce jour, c'est 12% de la population du monde, mais on produit moins de 1% de la connaissance. Alors, il y a ce besoin de produire la connaissance, et je suis contente que pendant cette année, on a pu arriver à ce résultat. Au terme de votre mandat, qu'est-ce qui vous ferait réellement plaisir? D'avoir laissé un héritage. D'ailleurs, ce que j'ai dit, j'ai à ma façon redéfini le pouvoir.
parle beaucoup de postes, l'exécutif, on parle beaucoup de pouvoir. Et d'ailleurs, c'est un petit peu, Forbes a retenu cette citation pour dire que le pouvoir, pour moi, c'est de laisser un héritage. Et c'est un petit peu ma définition du pouvoir, c'est de la capacité d'influencer. Parce qu'on peut avoir le pouvoir de hire and fire, comme dirait l'anglais, pour beaucoup de personnes, c'est ça le pouvoir, mais moi je dis que le pouvoir, c'est la capacité d'influencer. Et quand vous voyez les grands de ce monde, les Gandhi, ils n'ont rien laissé de matériel, mais ils ont laissé un héritage extraordinaire. Et la même chose pour Mandela, des gens le calibre qu'ils ont, ils ont laissé, l'héritage pour moi serait la capacité d'influencer, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau de la culture par exemple. Il y a quelque chose qu'on ne se rend pas compte, mais la culture c'est un petit peu la colle qui nous réunit, qui nous fédère à tous. Et c'est aussi une action que j'ai prise ici et que je vais maintenir dans le futur. Madame la Présidente, une dernière question. Un message aux jeunes, un message à ces gradués qui sont sans emploi et qui attendent toujours. Bon, un message aux jeunes, c'est que d'abord, ils doivent continuer de rêver grand, même de Maurice. Et puis, quand ils sont là avec une formation, que vous avez parlé de graduer, il faut se dire comment cette formation peut nous aider à réfléchir différemment, à faire les choses, je ne dis pas faire les choses mieux, mais je dis de faire les choses différemment. Alors, il faut aussi apprendre à prendre son destin en main. Alors, prendre son destin en main veut dire on a une formation, mais on va chercher ailleurs que dans ce que l'État ou bien de ce que la famille a décidé pour vous. Et là, vous savez, je pense aux gens comme Steve Jobs, qui était, comme on dit, university dropout à l'âge de 16 ans. Il a fait un tracé qui est quand même atypique. Il y a, si vous regardez les grands projets qui ont vraiment marqué le cours de ce siècle, il y a des gens qui étaient des university dropouts, qui sont devenus entrepreneurs et qui ont vraiment changé la communication au monde. Là, j'ai en tête par exemple Gates, on a Jobs, on a Zuckerberg par exemple. Tous ces gens-là sont dans la communication et tout ce qu'on connaît, et ils ont changé le monde. Alors il faut apprendre à faire les choses différemment. Et où ils peuvent créer leur entreprise, il faut que le mot échec, ou bien ce qu'on appelle bankruptcy, comme on dit, il ne faut pas que ça devienne un B-word. Il faut que ça soit la base sur laquelle on pourra rebondir. Mais il faut qu'on inculque à nos jeunes cette notion qu'il faut prendre des risques, que rien ne sera donné. Parce que tout le monde maintenant, on dit, le gouvernement ne fait pas assez pour moi. Très bien, peut-être, mais la conjoncture est telle qu'il va falloir faire les choses différemment. Et c'est un petit peu ça le message. Un mot de la fin. Un mot de la fin. Je n'ai pas vraiment pensé. Je souhaite tout ce qu'il y a de bien pour notre pays et que continue à avoir une croissance très forte, parce que croissance très souvent rime avec l'économie, et j'espère que tout ça sera porteur pour les années qui vont venir, parce qu'il y a beaucoup de dangers qui nous guettent, donc il faut rester vigilant et travailler. Donc optimiste pour le pays. Moi je suis tout le temps, j'ai toujours été optimiste. Merci beaucoup. Merci.